Ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous donner des frissons dans le dos. 3 récits de spéléologie qui ont basculé dans l'horreur absolue. Des histoires où chaque décision devient une question de vie ou de mort, où l'obscurité devient votre pire ennemi, et où la Terre elle-même se transforme en piège mortel. Imaginez-vous seul, des kilomètres sous terre, sans lumière, sans repères, sans espoir. C'est exactement ce qui est arrivé à ces 3 personnes. Restez jusqu'au bout car la dernière histoire défie toute logique et révèle des phénomènes que même les experts n'arrivent pas à expliquer. Notre première victime s'appelle Marc Dubois, un passionné d'exploration souterraine de 42 ans. En mars 1994, il décide d'explorer seul les grottes noires du Colorado, un labyrinthe souterrain qu'il connaît comme sa poche. Erreur fatale. Ce jour-là, Marc ne porte qu'une simple lampe frontale et fait confiance à son instinct. Après tout, il a déjà parcouru ces tunnels une dizaine de fois. Mais cette fois, quelque chose le pousse à emprunter un passage latéral, une route qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Une curiosité qui va lui coûter la vie. Au bout d'une heure de progression dans cette galerie inconnue, Marc réalise qu'il est complètement perdu. Les murs se referment autour de lui, les passages se ressemblent tous, et sa lampe commence à faiblir. L'angoisse monte. Il tente de revenir sur ses pas, mais c'est impossible. Chaque tunnel mène à un autre tunnel, chaque choix semble mauvais. Puis c'est le drame. Sa lampe s'éteint brutalement, le plongeant dans un noir absolu. Un noir si dense qu'on pourrait le toucher, le sentir s'infiltrer dans vos poumons. Marc fouille frénétiquement ses poches et trouve une boîte d'allumettes. Son seul espoir. Une à une, il allume les allumettes, tentant désespérément de mémoriser le chemin dans ces quelques secondes de lumière vacillante. Chaque flamme qui s'éteint emporte un peu plus d'espoir. Bientôt, il n'en reste plus aucune. Marc est seul face à l'obscurité totale, des kilomètres sous la surface, sans que personne ne sache où il se trouve. Dans sa panique, il continue à ramper à tâtons, laissant derrière lui ses affaires personnelles comme des miettes de pain. Ses chaussures, des morceaux de vêtements, tout ce qui peut servir de repère. Mais le pire reste à venir. Affaibli par des heures d'errance, assoiffé et affamé, Marc découvre une fissure dans la roche. Une ouverture étroite d'axe en grave peine 1 mètre de large qui semble descendre vers les profondeurs. Dans son état de détresse, cette crevasse lui apparaît comme une possibilité d'issue. Il s'y glisse. C'est là que se joue son destin. À peine ses hanches franchissent-elles la partie la plus étroite qu'il réalise son erreur mortelle. Les parois rocheuses se referment sur lui comme un étau. Plus il bouge, plus il s'enfonce. Plus il panique, plus la roche le broie. Marc est désormais prisonnier de la terre, coincé dans une position atroce qui va devenir son tombeau. Ses cris résonnent dans le vide, mais personne ne peut l'entendre. Sa famille signale sa disparition après 2 jours d'absence. Les secours fouillent toutes les grottes de la région pendant des semaines, mais ne trouvent aucune trace de Marc. Comment pourrait-il deviner qu'il gît dans un passage secret, coincé dans une fissure que personne ne connaît? 18 mois plus tard, une équipe de spéléologues découvre enfin son corps lors d'une mission de cartographie. Ils suivent la trace des objets abandonnés, comme un macabre jeu de piste, jusqu'à cette crevasse maudite. Marc avait lutté jusqu'au bout, ses ongles avaient griffé la roche jusqu'au sang. La grotte avait gardé son secret pendant plus d'1 an. Mais attendez, car notre deuxième histoire va vous glacer le sang. Comment peut-on imaginer qu'un adolescent de 15 ans puisse se retrouver coincé dans une fente de 20 cm de large? Juillet 2003. Les jumeaux Kevin et Lucas Martinez, 2 frères inséparables de 15 ans, partent explorer la caverne du diable dans l'Arkansas. Ces 2 aventuriers en herbe ont grandi en explorant chaque recoin de leur région. Cette grotte, réputée pour ses passages étroits et ses pièges naturels, représente pour eux le défi ultime. L'entrée de la caverne s'ouvre comme une bouche béante dans la colline, crachant un air glacé qui fait frissonner. Mais les 2 frères n'hésitent pas une seconde. Leur lampe frontale perce l'obscurité et révèle des formations rocheuses spectaculaires. C'est beau, c'est magique, c'est dangereusement trompeur. Au bout d'1 heure de progression, ils découvrent une fissure sur leur droite. 20 cm de large, 6 mètres de haut, 4 mètres de profondeur. Lucas hésite, propose de faire demi-tour, mais Kevin est déjà en train de s'y glisser. Il a toujours été le plus téméraire des 2, celui qui repousse constamment les limites. Kevin se faufile dans cette fente rocheuse, son corps se contorsionnant pour progresser. Les parois lui écrasent les côtes, mais il continue, fasciné par cette galerie miniature. Soudain, son pied glisse sur une plaque de roche humide. Sa jambe gauche plonge dans un trou et se coince instantanément entre 2 blocs de pierre. La douleur est fulgurante. Kevin hurle, mais sa voix se perd dans les méandres de la grotte. Sa jambe droite, qui tentait de le retenir, glisse à son tour, le mettant dans une position impossible.
Il se retrouve suspendu, écartelé, sa jambe coincée supportant tout le poids de son corps. Chaque mouvement amplifie sa souffrance. Lucas entend les cris de son frère et se précipite vers la fissure. Mais elle est trop étroite pour qu'il puisse descendre l'aider. Il ne peut que voir le sommet de la tête de Kevin, 6 mètres plus bas. Pris de panique, Lucas court chercher de l'aide. À 17h30, Lucas débarque au centre d'accueil du parc, haletant, en sueur, les yeux rougis par les larmes. Les Rangers Mark Wilson et David Chen n'hésitent pas une seconde. Ils rassemblent leur équipement de secours et suivent Lucas vers cette grotte maudite. Arrivés sur place, ils réalisent l'ampleur du problème. Kevin est coincé si profondément qu'ils peuvent à peine l'apercevoir. Sa voix leur parvient, faible et tremblante de douleur. Le passage est trop étroit pour qu'un adulte puisse descendre. Ils doivent improviser un système de poulies avec les sangles qu'ils ont apportées. Première tentative, il descend d'une sangle que Kevin parvient à passer autour de sa taille. Mais quand il tire, la pression sur sa jambe coincée devient insoutenable. Kevin hurle de douleur et les supplie d'arrêter. Le plan ne fonctionne pas. Wilson appelle des renforts. À 19h50, une équipe complète de spéléo secours arrive sur les lieux. Ils ont une seule option, hisser Kevin verticalement, millimètre par millimètre, en espérant que sa jambe se libère avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Ils fabriquent un harnais de fortune et positionnent Wilson directement au-dessus de la fissure. Chaque centimètre gagné est un calvaire pour Kevin, mais c'est sa seule chance de survie. Pendant près d'une heure, il tire, relâche, ajuste, dans un balai minutieux où chaque geste compte. Enfin, à 20h20, un craquement sinistre résonne dans la fissure. Le pied de Kevin vient de se libérer. L'équipe le hisse rapidement vers la surface. Il émerge de cette fente comme un nouveau-né, meurtri mais vivant. Ses jambes sont tuméfiées, ses muscles tétanisés, mais miracle, aucune fracture grave.